Avant les gratte-ciels de verre, avant le béton armé, avant que le génie moderne ne transforme l'horizon, il existait un matériau qui discrètement a façonné la civilisation humaine. Il a servi à la construction de nos maisons, à la construction de nos ponts, à la propulsion de nos navires et au fonctionnement de pans entiers de l'économie. Des villages reculés aux empires en pleine expansion. Les fondements de la vie quotidienne ont été bâtis sur la même ressource récoltée dans les forêts du monde entier, le bois. Nous abattons des arbres et les relevons pour nous abriter depuis au moins 0 ans. Le bois a permis la construction des premiers villages, des premiers navires, des premières villes. Il est solide, chaud et renouvelable. Et un artisan habile peut le travailler avec une simple lame. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, aucun autre matériau n'a offert autant d'atouts. Mais voici le problème qui se cache derrière cette vieille histoire rassurante, un arbre est lent. Un arbre destiné à la construction met entre 25 et 75 ans pour atteindre la taille et la robustesse nécessaires à son abattage. Or, le monde ne se construit pas sur un cycle de 75 ans. Il se construit actuellement plus vite que jamais dans l'histoire de l'humanité et les forêts ne peuvent suivre le rythme. Le secteur du bâtiment a donc fait comme toujours, il s'est tourné vers l'acier et le béton. Or, ces deux matériaux sont responsables à eux seuls de plus de 15% des émissions de dioxyde de carbone que l'humanité rejette chaque année dans l'atmosphère. C'est là le piège, les matériaux écologiques, bien que lents, ne peuvent être adoptés à grande échelle. Ces matériaux à production rapide et à grande échelle contribuent au réchauffement climatique. Pendant des décennies, c'était le lot de tous, chacun choisissait son poison. Puis, un pays qui contrôle environ 1/5 de la production mondiale d'une plante bien particulière a décidé d'y mettre un terme. On a pris un matériau que la plupart des ingénieurs avaient considéré pendant un siècle comme un matériau paysan, on l'a soumis à un procédé emprunté à l'industrie lourde et on l'a transformé en poutre structurelle suffisamment solide pour soutenir un immeuble de 7 étages. Et le plus étrange dans toute cette histoire, ce qui remplace aujourd'hui le bois n'est pas un arbre. Si vous aimez les vidéos sur les technologies qui transforment discrètement le monde, abonnez-vous pour ne rien manquer. Car cette histoire dépasse le simple cadre d'un matériau de construction. Entrons dans le vif du sujet. Pourquoi personne n'a remplacé le bois plus tôt? Pour comprendre l'importance de ce sujet, il faut d'abord comprendre pourquoi personne n'y est parvenu il y a des décennies. Et la réponse n'est pas que les ingénieurs étaient paresseux. La réponse est que la plante dont ils avaient besoin était pendant très longtemps quasiment impossible à utiliser. Cette plante, c'est le bambou. Et sur le papier, le bambou semble être une solution miracle. C'est la plante qui pousse le plus vite au monde. Certaines espèces peuvent croître de plus d'1 mètre en une seule journée. C'est si rapide qu'on pourrait presque les voir grimper à la vue de tous. Alors qu'il faut des décennies à un arbre d'œuvre, le bambou atteint sa pleine résistance structurelle en 6 à 9 ans environ. Et comme il s'agit d'une graminée et non d'un arbre, elle ne meurt pas lorsqu'on la récolte. On coupe la tige, le système racinaire reste vivant et produit simplement une nouvelle pousse. Pas de replantation, pas de coupe à blanc, pas de coteaux dénudés. Sa robustesse est presque incroyable, à poids égal. La résistance à l'attraction du bambou, c'est-à-dire sa capacité à être étiré sans se rompre, est 3 à 4 fois supérieure à celle de l'acier. Sa résistance à l'attraction à l'état brut est plus du double de celle du bois ordinaire. Depuis des milliers d'années, les peuples d'Asie le savent déjà par expérience. On a construit des maisons, des ponts et des échafaudages avec ce matériau. Dans certaines régions du monde, on érige encore aujourd'hui des gratte-ciels entiers sur des échafaudages en bambou. Alors, si c'est si rapide, si solide et si écologique, pourquoi n'a-t-il jamais été la solution? Parce qu'une tige de bambou naturel est un véritable cauchemar pour un ingénieur. Elle est creuse. Sa forme ronde rend son assemblage difficile. Sa résistance varie énormément d'une tige à l'autre et même de la base au sommet d'une même tige. Elle se fend sur toute sa longueur lorsqu'on y enfonce un boulon. Sans traitement, elle pourrit et attire les insectes. Un inspecteur du bâtiment ne peut pas certifier sa solidité probable, cela dépend de la tige. La construction moderne repose sur la prévisibilité sur une poutre qui se comporte exactement de la même manière à chaque fois par temps froid, sous charge après 30 ans. Le bambou sauvage ne pourrait pas en faire autant. Pendant près d'un siècle, le monde de l'ingénierie l'a donc ignoré. On lui avait donné un nom et ce nom n'était pas flatteur, le bois du pauvre. Un matériau pour les cabanes,
pas pour les villes. On pensait que la solution ne viendrait jamais de la culture d'un bambou de meilleure qualité. Tout allait commencer par le refus catégorique d'utiliser le bambou sous sa forme naturelle. Le déclic qui a tout changé. Voici la question qui a tout déclenché. Et si l'on cessait de traiter le bambou comme du bois, comme une matière première que l'on découpe en planches et en poutres, et que l'on commençait à le considérer comme un ingrédient? C'est le principe d'un matériau appelé bambou refendu. Et le procédé est vraiment un peu brutal à imaginer. On commence avec une tige de bambou entière. Au lieu de la scier en planches nettes, on la passe dans des rouleaux qui l'écrasent et la déchirent dans le sens du fil. Cette étape que l'industrie appelle en réalité la fibrification ne ressemble pas à du bois d'œuvre. Elle ressemble plutôt à un faisceau lâche de fibres filandreuses, presque comme de la paille grossière. Toutes les faiblesses de la tige d'origine, le centre creux. La forme ronde et les articulations maladroites ont disparu, car la tige elle-même a disparu. Vous l'avez réduite en fibres brutes. Ensuite, vous séchez ces fibres. Vous les trempez dans de la résine pour qu'elles adhèrent. Vous les disposez toutes dans la même direction et vous pressez. Pas doucement. Les nattes de fibres imprégnées de résine sont comprimées sous une pression extrême bien supérieure à 10 mégapascales et chauffées simultanément, ce qui force les fibres à se resserrer jusqu'à ce que presque tout l'air et l'espace vide en soient chassés. Ce qui en sort est la pièce qui fascine les ingénieurs. Un bloc si dense qu'il peut être plus lourd que l'eau d'une dureté qui rivalise avec celle de la plupart des bois durs, voire la surpasse. Cette plante sauvage et imprévisible a été transformée en un matériau de construction uniforme et manufacturé. Un matériau qui se comporte toujours de la même manière et qui ne génère quasiment aucun gaspillage. Ce procédé utilise environ 80% du stock initial, y compris les pièces tordues et de mauvaise qualité qu'une scierie aurait jetées. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Le bambou synthétiqué, haute densité, a été testé avec une résistance à la compression largement supérieure à 160 mégapascals et une résistance à la flexion dépassant les 300 mégapascals. N'oubliez pas, il s'agit d'une graminée. Une graminée qui repousse en moins de 10 ans et qui offre désormais des performances comparables à celles d'un parquet contrecollé haut de gamme. Et c'est là que la promesse faite plus tôt se concrétise enfin. Toutes les raisons invoquées par les ingénieurs pour se méfier du bambou, le fendillement, la pourriture, les variations, le noyau creux, étaient liées à sa forme. Détruisez cette forme, reconstruisez-la sous forme de composite dense, et chacune de ces objections disparaît instantanément. Voici l'élément que la plupart des gens ignorent. Il ne s'agit pas d'une invention toute récente sortie d'un laboratoire l'an dernier. La première version à haute résistance a été fabriquée en Chine en 1987 à l'Université forestière de Nanjing. La science qui la sous-tend a ainsi pu se perfectionner discrètement pendant près de 40 ans. Ce qui a changé récemment, ce n'est pas la chimie, mais l'ambition. Du bois de charpente bon marché aux normes de construction. Un bloc de matériaux robustes en laboratoire n'est pas une révolution. Nombre de matériaux prometteurs ne dépasse jamais le stade du laboratoire. Ce qui transforme un matériau en une industrie est fastidieux. Il s'agit du code du bâtiment. C'est ce mur qui a brutalement stoppé le développement d'innombrables matériaux prometteurs. Les normes de construction évoluent lentement et volontairement, car le coût d'un mauvais choix de matériaux de construction ne se mesure pas en argent, mais en bâtiments effondrés. Un ingénieur ne peut pas installer une poutre dans un hôpital ou une école, simplement parce qu'une étude la juge résistante. Il faut des normes convenues, des chiffres vérifiés et une documentation que n'importe quel inspecteur, où qu'il soit, puisse consulter. Pendant la majeure partie de l'histoire du bambou, cette documentation n'existait pas et honnêtement, même aujourd'hui, il y a une réelle lacune à ce sujet. Lors d'une récente enquête menée auprès des entreprises du monde entier spécialisées dans la fabrication de bambou d'ingénierie structurelle des chercheurs, on fait un constat préoccupant. Seul un tiers d'entre elles publiaient les propriétés mécaniques de leurs produits. À peine un quart détenait les certifications environnementales de base. Si vous êtes architecte et que vous devez spécifier ce matériau pour un projet concret, cette opacité représente un problème majeur. Impossible de construire sur la base d'un chiffre que personne ne vous donne. Or, c'est précisément cet écart qui se réduit actuellement et rapidement. Les produits en bambou d'ingénierie sont de plus en plus souvent testés selon les mêmes normes internationales que celles qui régissent le bois. La recherche a connu une croissance exponentielle. Selon certaines estimations, près de 7,0 études sur le bambou d'ingénierie ont été publiées au cours de la seule décennie précédant 2024. Chacun de ces documents représente une donnée supplémentaire. Un test de résistance supplémentaire, une brique de plus dans le mur de preuve, dont un responsable du bâtiment a besoin avant de donner son accord. Peu à peu, ce matériau a cessé d'être une curiosité exotique pour devenir quelque chose qu'un ingénieur pouvait réellement spécifier avec assurance, avec un numéro correspondant sur un formulaire recevable devant le tribunal. Dès que cette confiance s'est installée, on a cessé d'utiliser le bambou d'ingénierie pour les planchers et les terrasses. On a commencé à construire avec ce matériau des choses que les normes de construction n'auraient jamais autorisées 10 ans plus tôt. La tour dont personne n'aurait cru qu'elle puisse tenir. Longtemps, on a plaisanté sur les constructions en bambou en disant qu'elles étaient acceptables tant qu'elles ne comportaient qu'un seul étage et qu'elles étaient situées dans un endroit chaud. Un pavillon, une passerelle, un joli chalet dans un éco-resort. Mignon, sans prétention. Puis, les constructions d'envergure ont commencé à voir le jour. En Chine, des ingénieurs ont conçu et construit ce qui est reconnu comme le premier immeuble de 7 étages au monde, construit principalement en bambou massif d'ingénierie. Pas une simple charpente ornée de quelques éléments en bambou. Une véritable structure à plusieurs étages dont les colonnes, les poutres et les planchers sont construites à partir de composants préfabriqués en bambou d'ingénierie. 7 étages d'une plante que le monde de la construction avait raillé une génération plus tôt comme matériau inadapté à la construction de cabanes. Et ce n'était pas la seule. Dans le cadre d'un projet pilote distinct, des chercheurs d'institutions chinoises et américaines ont érigé une tour de plus de 20 mètres de haut. Ces étages supérieurs sont principalement construits en bambou lamellé collé. Les 2 premiers étages sont en béton,
Mais au-delà, la structure repose sur des poutres et des panneaux de bambou d'ingénierie. L'objectif était de prouver une seule chose, que ce matériau pouvait supporter les charges d'un véritable bâtiment à une hauteur réelle et satisfaire les exigences des ingénieurs. Et il ne s'agit pas seulement de bâtiments. Un ingénieur qui a consacré des décennies à ce projet, travaillant entre des universités en Chine et aux États-Unis, a construit des ponts routiers en bambou d'ingénierie suffisamment solides pour supporter le poids de véhicules. L'un de ces ouvrages, dans la province du Hunan, a été assemblé en une semaine environ par une petite équipe d'ouvriers à partir d'éléments préfabriqués en bambou sans engin de chantier lourd. Un pont en herbe praticable par un camion. Voilà ce qui inquiète vraiment les professionnels du secteur. Il ne s'agit pas d'une simple nouveauté écologique pour le jardin. Il s'agit de bambou d'ingénierie qui remplace le bois de charpente et empiète de plus en plus sur le territoire autrefois réservé à l'acier et au béton, supportant de véritables charges dans des structures réelles fréquentées par de vraies personnes. Et une fois cela possible, une question bien plus importante se pose. Non pas est-ce que cela fonctionne, mais jusqu'où cela ira-t-il? Car le pays qui a découvert cela ne le considère pas comme un projet scientifique, mais comme une politique nationale. Le monde commence à s'y intéresser. En 2022, la Chine a pris une mesure qui montrait clairement à quel point elle prenait ce sujet au sérieux. En collaboration avec l'Organisation internationale du bambou et du rotin, elle a lancé une initiative mondiale au nom sans équivoque, le bambou comme substitut au plastique. Les dirigeants chinois l'ont publiquement soutenu, le liant aux engagements climatiques du pays. L'année suivante, la Chine a lancé un plan d'action national triennal visant à développer l'utilisation du bambou comme alternative aux matériaux à fortes émissions et s'est fixé pour objectif de créer des zones de démonstration à travers le pays afin de prouver la viabilité de cette industrie à grande échelle. Voilà la différence entre un matériau intéressant et un véritable mouvement. La Chine détient environ 20% des ressources mondiales en bambou et a mis en place une chaîne industrielle complète pour le transformer de la forêt à l'usine jusqu'à la poutre finie. Selon les estimations du gouvernement, les forêts de bambou chinoises absorbent et stockent chaque année près de 300 millions de tonnes de carbone simplement par leur croissance. Et cette vision s'appuie sur des moyens financiers concrets et non sur de simples idéaux. L'industrie chinoise du bambou vise une valeur de 700 milliards de yuan d'ici 2025 et d'1 billion de yuan d'ici 2035. Quand un gouvernement et une industrie présentent de tels chiffres, le reste du monde commence à y prêter attention et à rivaliser. Cette concurrence est déjà visible. Lorsque les chercheurs ont cartographié les entreprises fabriquant du bambou d'ingénierie structurelle dans le monde, ils ont constaté qu'environ 2/3 d'entre elles se trouvaient en Chine. Mais, et c'est là le signe révélateur de nouveaux pôles, apparaissent désormais aux États-Unis, en Inde, en Indonésie, au Vietnam et à Singapour. L'Amérique du Sud possède ses propres bambous géants et commence à prendre conscience de leur valeur en tant que culture d'exportation. La technologie perfectionnée par la Chine se diffuse à l'international à l'instar d'une véritable industrie. Ce qui la motive, ce n'est pas l'amour des plantes, mais les mathématiques. Si vous êtes un constructeur confronté à des taxes sur le carbone et à des réglementations de plus en plus strictes en matière d'émissions, un matériau de construction qui repousse en moins de 10 ans et emprisonne le carbone à l'intérieur de votre bâtiment, au lieu de le libérer, n'est pas un choix judicieux. C'est un avantage concurrentiel. Et aucune entreprise de construction sérieuse ne peut se permettre de l'ignorer longtemps. Mais un avantage concurrentiel ne vaut que s'il est mis à l'épreuve. Alors, résiste-t-il réellement à l'épreuve du terrain face aux aléas climatiques et aux charges importantes? La preuve sur le terrain. C'est là que l'histoire prend tout son sens, car le bambou d'ingénierie n'est pas confiné à un laboratoire. Il est déjà utilisé à l'extérieur, soumis aux intempéries, et supporte des charges importantes dans des lieux fréquentés par la population. Repensez à ce pont du Hunan. Il ne s'agissait pas d'un prototype. Ouvert à la circulation réelle, il était conçu pour supporter des véhicules jusqu'à 8 tonnes, et une réplique a été testée en charge sur un campus universitaire afin de repousser encore davantage les limites. Une petite équipe l'a installé en une semaine environ avec du matériel léger dans un village rural qui avait besoin d'un passage.
Voilà toute la promesse de ce matériau condensé en une seule structure. Rapide à construire, suffisamment solide pour être fiable et fabriqué à partir d'une ressource qui pousse sur la colline voisine. Ensuite, il y a le bilan carbone et il est tout à fait pertinent. Le bois conventionnel stocke déjà du carbone. C'est l'un de ses atouts discrets. Cependant, les recherches suggèrent que les composants en bambou d'ingénierie peuvent stocker une quantité de carbone par tonne sensiblement supérieure à celle du bois ordinaire. Et chaque mètre cube d'éléments en bambou assemblés peut empêcher le rejet de centaines de kilogrammes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Vous n'évitez pas seulement les émissions de l'acier et du béton. Vous construisez une structure qui est en réalité un véritable réservoir de carbone. Une espèce qui a poussé à partir de rien grâce à la lumière du soleil en moins d'une décennie. L'espèce qui accomplit la plus grande partie de ce travail colossal porte un nom qu'il est bon de connaître, le bambou mozo. Il s'agit d'un bambou géant pouvant atteindre environ 28 mètres de hauteur. Et c'est la matière première de la grande majorité du bambou d'ingénierie utilisé dans le monde. De vastes plantations à travers la Chine constituent actuellement le maillon initial d'une chaîne d'approvisionnement qui aboutit à des poutres, des panneaux et des ponts. C'est cette combinaison qui rend ce moment unique différent de toutes les précédentes annonces concernant l'avenir du bambou. Sa résistance a été mesurée. Les structures sont en place. Les économies de carbone sont réelles. La production à l'échelle industrielle est possible. Il ne s'agit pas d'une promesse en l'air. C'est un pont autoroutier. Mais avant d'imaginer un monde entièrement fait d'herbe, il y a un hic. Un hic que les annonces promotionnelles passent généralement sous silence, l'ampleur du projet et la suite. Voici la version honnête, car vous le méritez. Ce bambou tressé dense et miraculeux. Il est maintenu par de la résine, souvent une résine phénolique. C'est cette résine qui confère au matériau sa résistance et son imperméabilité. Mais cela signifie aussi que la poutre finie n'est pas une simple brindille naturelle et compostable. C'est un matériau composite. Les questions relatives à la résistance au feu, à la durabilité à long terme et au devenir de la résine en fin de vie d'un bâtiment sont des questions réelles auxquelles les ingénieurs travaillent encore. Le fait qu'un matériau soit plus écologique que l'acier ne le rend pas pour autant parfaitement écologique. Se pose également la question complexe de l'endroit où cela peut se faire concrètement. Transformer le bambou en poutre de structure nécessite des usines, des lignes de fibrage, des bains de résine et des presses hydrauliques et se chauffer. La Chine a mis en place toute cette chaîne de production au fil des décennies. Un pays en développement riche en bambou sauvage mais dépourvu de base industrielle ne peut pas simplement se mettre à produire des poutres structurelles certifiées d'un coup de baguette magique. Les régions qui pourraient le plus bénéficier d'un matériau de construction bon marché et à croissance rapide sont souvent les plus éloignées des équipements nécessaires à sa fabrication. Combler cet écart n'est pas un problème scientifique. C'est un problème d'investissement, un problème de politique et un problème de formation. Et les codes du bâtiment, comme nous l'avons dit, évoluent au rythme de la prudence. Chaque pays souhaitant construire sérieusement avec du bambou d'ingénierie a besoin de ses propres tests, de ses propres normes et de ses propres inspecteurs compétents. La Chine peut partager les plans. Le reste du monde doit encore accomplir le long travail de les intégrer dans la législation. Rien de tout cela n'efface les conclusions scientifiques. Cela ne fait que souligner l'écart entre le possible et le réalisé. Et cet écart se réduit plus vite que prévu par la quasi-totalité des acteurs du secteur. Alors prenons du recul et considérons la situation dans son ensemble. Nous avons pris une plante que le monde de l'ingénierie rejetait comme matériau de construction. Nous avons cessé d'essayer de l'utiliser comme du bois, nous l'avons broyé en fibres, puis compressé pour obtenir un matériau plus résistant que le bois dur qu'elle remplace. Elle repousse en moins de 10 ans sans avoir besoin d'être replantée. Elle stocke le carbone au lieu de le rejeter. Et elle soutient déjà des immeubles de 7 étages et permet aux camions de traverser des rivières. Pendant des milliers d'années, construire mieux signifiait abattre une plante qui mettait toute une vie à pousser. Pour la première fois, nous disposons d'un matériau de construction durable qui repousse avant même que l'enfant ait terminé sa scolarité. C'est une véritable innovation. Et étant donné l'importance du bois, de l'acier et du béton dans notre environnement, un changement aussi fondamental dans nos méthodes de construction ne peut rester longtemps marginal. Si cela a changé votre regard sur la chaise sur laquelle vous êtes assis
ou sur le prochain bâtiment où vous entrerez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires sur les technologies qui transforment discrètement le monde. Activez les notifications pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire si une plante dont les experts se sont moqués pendant un siècle s'est révélée aussi puissante à votre avis. Quelles autres plantes avons-nous négligées pourtant si évidentes?